Alors, le truc, c'est que j'ai préparé un petit quelque chose. Bon, j'ai pas non plus suriné le bazar, hein. J'ai préparé donc déjà un petit dépôt, donc ça, on va le voir après. Mais ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est que ce truc-là, donc ça s'inscrit donc dans le... Tout ce que l'on va voir ce soir, ça s'inscrit dans la continuité des vidéos Hearthstone, en fait, donc tout ce qui est côté client. Et donc tout ce qui est côté client, il va bien falloir à un moment le relier à un bac quelconque. Et ce bac, on va le faire ensemble ce soir. On va le faire. On va en faire une partie, parce que c'est un peu long. Vous allez voir qu'en fait, c'est surtout une des parties de Hearthstone que l'on va refaire, qui est le mode champ de bataille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement vous faire une partie en direct, ça va durer dans les 10-15 minutes, et je vais faire exprès de perdre au bout d'un moment, parce que ça n'aura pas d'intérêt passer un certain temps, et on va donc ensuite partir de ce que l'on aura vu, pour arriver à essayer de reproduire quelque chose qui y ressemble. Et dans cette optique-là, j'ai préparé, donc normalement c'est là, si je dis pas de bêtises, c'est ici. Je vous ai préparé donc un début de Product Backlog. Donc quand je dis un début de Product Backlog, c'est vraiment un début de Product Backlog, hein. C'est-à-dire qu'ici, j'ai même pas les definition of done ici, hein. J'ai pas les tests, etc. Mais parce que les tests, on va les écrire à la volée. Et tel quel ici, c'est vraiment juste les features. J'avais commencé à décrire les use cases tel quel avec ID, feature ID et scénario, étant donné que, et quand, alors. Bref, ici donc ce sont les use cases. Et ce que l'on va faire, donc, c'est que l'on va décrire. On va donc monter tout le back-end, enfin tout le back-end, on va aller le plus loin possible, mais on va monter le back-end pas à pas en full TDD, c'est-à-dire qu'on va pas le faire en test first. En tout cas, on va essayer de bien le faire. D'ailleurs, l'une des choses que l'on va se fixer dès maintenant, c'est que ce soir, on va pas faire de console log. On va pas faire de console.log, c'est une fonction qui n'est, en tout cas pas pour les tests, c'est une fonction qui n'existe pas pour nous. On va partir du principe qu'il n'y a pas de console log. Et que donc, du coup, si on doit débugger, on doit se démerder pour le faire bien. D'accord ? Alors, c'est quelque chose quand même qui est assez velu, surtout les premières fois qu'on le fait, donc c'est un peu compliqué, donc on va pas non plus être des dingues. Ce que l'on va faire, c'est que je vais mettre je vais mettre un petit compteur quelque part du nombre de fois où on utilise un console log, mais vous allez voir que si on fait les choses bien, on n'a pas besoin en fait de console log. Et on va vite se rendre compte qu'on arrive à obtenir quelque chose de qualité sans passer par le console log. Et ça, vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus satisfaisant. Et au moins, quand on avance dans son code, on sait qu'on a vraiment avancé. D'accord ? Alors, je me suis beaucoup posé la question sur savoir si j'allais vous introduire rapidement au Domain Driven Design ce soir. En fait, on va le faire sans vraiment le faire. On va le faire sans vraiment le faire, dans le sens où en ce moment, j'essaye de rédiger donc, des articles à destination des juniors, donc des gens qui composent donc la majorité de mon public, pour vulgariser le Domain Driven Design. Et je me rends compte que j'ai du mal à le faire. Ce qui veut dire aussi, donc, du coup, que je le maîtrise pas assez. Et donc, vu que je le maîtrise pas assez, je vais pas prendre le risque d'aller raconter de grosses conneries dessus. Donc, le but du jeu pour moi, là, ce soir, c'est pas de vous introduire au Domain Driven Design de façon explicite, dans le sens où, par exemple, expliquer un aggregate en une phrase, je vais pas savoir le faire convenablement. Et si je sais pas le faire convenablement, en gros, enfin, pas convenablement, je saurais pas le faire convenablement de façon accessible. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, c'est mon critère de qualité. Quand je ne sais pas expliquer concrètement quelque chose de façon simple, c'est que je ne maîtrise pas cette chose. Donc, en ce moment, je me paluche des bouquins pour mieux comprendre ce que je pense bien comprendre, ce qui est probablement pas le cas, parce qu'il y a des petites variations quand même que j'avais pas bien saisi, donc du coup c'est pas plus mal, ça me permet de me confronter moi-même à ce que je pensais connaître. Mais ce que l'on va faire, c'est que ce soir, par exemple, on va pas parler de Express, on va pas parler de base de données, on va parler uniquement applicatif. On va parler règles métier, le domaine métier, c'est-à-dire ce qui fait que le jeu va fonctionner. Et comme on va le tester au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'en fait, on peut faire tourner quelque chose sans qu'il y ait de couche directe pour l'atteindre, c'est-à-dire pas de couche HTTP ou autre, ni forcément de couche de persistance, ou pas forcément obligé de stocker de la data, par exemple.
Et en fait, on va se rendre compte qu'on va progresser étape par étape sur tout ce qui correspond à notre vraiment le cœur de notre application. Puis derrière, on réfléchira, donc à mon avis on n'aura pas le temps de le faire ce soir, puis derrière on réfléchira à comment on fait pour le brancher à tout le reste. Et sans plus tarder, bah, du coup, on va commencer donc par lancer donc la petite partie de Hearthstone pour voir comment ça se passe. Alors, bon, nous on va prendre Silas, parce que bah, finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le pouvoir héroïque, le sien est passif. Donc il y a les pouvoirs passifs, il y a les pouvoirs actifs, dans le sens où on est obligé de les acheter ou pas, tour par tour. On va voir. Donc là, vous voyez, il y a 6 à 8 joueurs qui sont prêts. Alors, l'espace que l'on voit là, donc on va attendre les 10 secondes, l'espace que l'on voit là, et sur lequel on va principalement coder ce soir, c'est la taverne. La taverne, c'est là où vous, le joueur, vous allez pouvoir jouer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir interagir avec le jeu. Tout le reste, c'est de l'auto-chess, c'est-à-dire un jeu qui va se jouer tout seul en fonction de ce que vous avez préparé lors de votre tour, lors de votre passage dans la taverne au tour d'avant. Donc, il y a donc 8 joueurs qui se bastonnent en temps réel, donc ici. Voilà ce que l'on a. Donc la taverne. La taverne, donc il y a du temps pour jouer le tour. Il y a également donc pouvoir héroïque, mais on n'y touchera pas ce soir. La bourse, c'est super important, c'est tout l'or que vous pouvez utiliser pour acheter des serviteurs, des pouvoirs héroïques ou d'autres choses. Là ici par exemple, je vais acheter un serviteur. Je le passe dans ma main et je le joue sur mon plateau. Alors il a un pouvoir, son cri de guerre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se déclenche lorsqu'on pose sur le plateau. Ça réduit de 1 une pièce le coût de l'amélioration de la taverne. La taverne, donc cet espace-là, peut s'améliorer. Dans le sens où on va pouvoir nous proposer des serviteurs plus costauds. Et ensuite, toute la partie que l'on vient de voir là, donc le champ de bataille qui est allé assez vite, c'est la partie justement auto-chess. C'est-à-dire que j'ai préparé mes serviteurs au tour d'avant, et il se trouve que là, ça n'a pas fonctionné. J'ai été moins fort que mon adversaire, donc j'ai perdu 2 points de vie. Alors, là où c'est intéressant, c'est que par exemple là ici, je suis donc au tour numéro 2, j'achète donc ce serviteur, et là, lui son cri de guerre, c'était qu'il m'a donné une carte bonus. Donc cette carte bonus, je vais pouvoir la jouer sur un des 2 serviteurs pour le renforcer. Ça lui donne plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, par exemple ici. Et donc comme on peut le voir, donc on va le voir tout de suite au niveau du tour d'après. Donc pendant la phase champ de bataille, les personnages s'attaquent en partant de la gauche vers la droite. Sauf s'il y a des personnages donc avec provocation. Alors là pour l'instant je joue un peu n'importe comment, mais c'est surtout pour vous montrer comment ça se passe. Donc hop, lui je vais l'acheter, je vais le renforcer, bim, bim. Alors, il y a également d'autres fonctionnalités dans la taverne, on va les voir juste au tour d'après. Donc ici, comme on peut le voir, il y a également d'autres fonctionnalités. Là, par exemple, mon personnage, il a ce qu'on appelle un râle d'agonie. C'est-à-dire que lorsqu'il va mourir, il a une action qu'il effectue sur le plateau, à destination soit des autres, enfin de ses camarades, soit à destination du joueur d'en face, soit à destination de mon joueur, soit à destination des serviteurs d'en face. Il y a plein de cartes différentes, hein, et donc ce soir on va pas les coder de façon différente, on va coder tout ce qui est autour de la taverne. Hein. Mais pour le coup, ce qui va nous intéresser, nous, plus tard, lors d'un prochain live ou autre, ça sera surtout de pouvoir coder ces cartes-là. Mais on va préparer correctement le terrain. Là, vous voyez, par exemple, ce personnage, il a un pouvoir spécial. Il a ce qu'on appelle des secrets. C'est-à-dire que ce sont des cartes qui sont exécutées à des instants choisis. Donc là, on a fini par être égalité, donc c'est plutôt ok. Alors, la taverne. La taverne, regardez, je vais l'améliorer. Là, ça me coûte 1 d'or. Mais vous voyez, pour passer maintenant au niveau 3, il faudrait que ça me coûte 7 d'or. Or, je n'ai plus que 5 or dans ma bourse. Ça sera donc pour une autre fois. Et ça diminue. Au tour par tour, ça diminue de 1, sauf si j'ai des cartes qui me permettent de diminuer le coût. Je peux également actualiser, c'est-à-dire je change la taverne de Bob. Et là, comme on peut le voir, il y a une autre portion locale de serviteurs qui m'est proposée. Et je peux les geler s'ils m'intéressent. Hop!
en les gelant, je suis sûr et certain de les retrouver dans les propositions au tour d'après. Par exemple, je peux avoir un serviteur qui m'intéresse, mais il se trouve que je peux pas l'acheter parce que j'ai plus assez d'or. Donc je peux demander à Bob, le tavernier, de les geler et de les retrouver au tour d'après. Alors il y a plein de fonctionnalités que j'ai pas rajoutées donc dans mon petit product backlog, donc notamment le gel, les triplettes, etc. On va le voir, mais de toute façon le but de ce soir c'est de faire du TDD, pas de tout reproduire. On le reproduira au fur et à mesure plus tard si on continue sur ce live-là. Et ensuite, au niveau des fonctionnalités que je devais vous montrer, donc il y a l'actualisation, donc... Alors oui, un truc que je voulais vous montrer, tous les personnages que l'on voit là, toutes tavernes confondues, en fait, c'est ce que l'on appelle une portion locale, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 4 personnages issus d'un catalogue de serviteurs global qui est partagé entre tous mes joueurs. Si j'achète ce serviteur-là, il est retiré du catalogue global. Les autres ne peuvent pas l'acheter. Ils peuvent en acheter un similaire, mais ils peuvent pas acheter celui-là. Et donc, il y en a une version limitée, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une carte très rare, par exemple, si j'ai un serviteur qui est assez rare à choper, eh bien, pour le coup, les autres pourront pas le choper tant que moi je l'ai soit dans ma main, soit sur mon plateau. Et je peux également vendre des personnages pour récupérer un certain nombre d'or. Et comme vous pouvez le voir, ils coûtent assez cher, les personnages peuvent coûter 3 pièces. Là, par exemple, si je vends tout, hop, 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 je peux acheter les 2 qui sont là, faut vite que je les place. Bon, là, j'ai fait de la merde, je vais perdre, mais bon, le but du jeu, c'est d'expliquer les fonctionnalités encore une fois. Bon, là, on est mort, alors on va quitter. Boum, c'est parti. On a donc terminé notre petit tour donc du champ de bataille. Et donc le but du jeu, c'est de gagner, enfin c'est d'être parmi les 4 premiers, d'être dans la meilleure moitié. Et naturellement, plus vous êtes classé, plus vous gagnez de points et plus vous gagnez de bonus. Essentiellement de l'or, qui permet donc d'acheter des jolies cartes pour jouer au vrai mode de jeu, entre guillemets, celui qui vous permet de vous bastonner et de faire des trucs stylés à la Yu-Gi-Oh, etc. quoi. On va commencer déjà par faire une très brève introduction à ce qu'est réellement le TDD, c'est-à-dire le Test Driven Development, et qu'est-ce que c'est la différence entre TDD et Test First. Alors, déjà pour commencer, donc je vous publierai tout le code à la fin de la session, vous inquiétez pas, donc pas besoin d'essayer de reproduire en même temps que moi, sauf si vous voulez le mettre en même temps. Donc on part donc sur une stack full TypeScript, donc avec du TypeScript déjà pour commencer. J'ai installé également donc TS Node Env qui me permet donc de lancer mon projet et à chaque fois donc que je fais quelque chose, que je modifie donc mon code, que je fais par exemple un Hello World, à chaque fois que je sauvegarde, hop, il me relance ce truc et il me donne la réponse ici, donc c'est plutôt pas mal. Donc déjà, on a fait un console log, mais on l'a pas fait pour les tests. Donc me faites pas dire que c'était pas bien. Alors, on a donc notre fichier index.ts qui va donc contenir ces fichiers de démarrage de notre application. Ensuite, on a notre index.spec.ts. Alors pourquoi .spec.ts? Parce que ce sont les tests, ce sont les spécifications. On va donc faire du Test Driven Development. Et on prend comme librairie, en fait, de test, on va prendre Jasmine. Alors Jasmine, c'est un choix parce que j'aime bien, mais ça ressemble plus ou moins. Presque tous les frameworks et libres de test côté JS se ressemblent. Hein. Je veux dire, si je prends du Jest, du Mocha, du Chai, etc., ou du Jasmine, ça change vraiment pas grand-chose. Prenez celle qui vous amuse. En plus, les noms de fonctions et les fonctionnalités sont quand même assez similaires. On peut faire les mêmes choses, et donc du coup, on va pouvoir s'amuser avec. Alors, première chose à faire. On va déjà s'amuser à comprendre vraiment l'esprit du TDD. Pour ça, on va le faire sur une petite fonctionnalité. Alors, c'est un truc que vous pouvez faire en même temps que moi, ça en revanche, donc go. Même si vous n'avez pas de Jasmine ou autre qui est démarré, vous allez vite comprendre. Ce que l'on va faire, c'est que je vais commencer par exporter une fonction que je vais appeler sayHello. En vérité, je pourrais même ne pas l'écrire direct, ça serait très bien, et je vais faire en sorte qu'elle me retourne une chaîne de caractères vide. C'est ma fonctionnalité. Bon, moi ce que je veux,
ce que je veux, c'est d'écrire une suite de tests. Cette suite de tests, elle possède donc un label ou une phrase qui va m'aider à l'identifier parmi toute la suite de tests que je vais mener. Donc ici, je mets donc un describe. Describe, c'est donc du vocabulaire qui me vient de Jasmine, et qui me demande donc en entrée une description, donc la fameuse description dont je vous ai parlé à l'instant, et également une fonction qui va s'exécuter, qui donc, elle, va exécuter ma suite de tests. Donc ici, on va l'appeler demi-test suite, parce que c'est de la merde, c'est juste pour l'exemple. Ok, donc à l'intérieur donc, de cette suite de tests, je vais pouvoir donc écrire mes tests. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir en fait déterminer si oui ou non ma fonctionnalité c'est de pouvoir créer ma fonctionnalité au fur et à mesure. Je m'explique. Je vais écrire donc un test ici. On va dire que ma fonctionnalité, c'est écrire Hello World dans la console. Peut-être même pas dans la console, juste retourner Hello World. C'est retourner Hello World. C'est ça ma fonctionnalité. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc décrire donc un test, donc should return Hello World. Donc ici, le it, c'est encore une fois du vocabulaire de Jasmine, c'est ce qui va me permettre donc de décrire un test. Ce it prend donc en paramètre également une chaîne de caractères qui va me permettre donc d'identifier ce test précisément parmi la suite de tests, et donc la fonctionnalité qui va déclencher le test. Cette fonction, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre donc un résultat. Donc ce résultat, je vais l'obtenir depuis l'appel à ma fonction sayHello. sayHello, qui donc du coup est automatiquement porté si on a bien paramétré son VS Code, sinon on le fait l'import à la main. Et enfin le sayHello qui est là, qui me retourne une chaîne de caractères. On y va. On va donc maintenant lancer ce que l'on appelle donc un expect, c'est-à-dire une attente. On s'attend à ce que la valeur passée entre parenthèses, donc result, soit égale à Hello World. Et on va donc lancer notre suite de tests. Alors, j'ai paramétré mon package.json de sorte à ce qu'il lance Jasmine TS. C'est un package NPM en fait qui permet de lancer directement les tests qui sont écrits en TypeScript. C'est assez intéressant et donc du coup moi ça me permettait de le faire bien. Alors notez bien ici que pour l'instant j'ai pas vraiment, mis à part le typage ici, j'utilise pas vraiment de fonctionnalité propre à TypeScript. On aurait pu faire exactement la même chose avec du JS, mais pour la suite ce sera quand même assez intéressant d'avoir du TypeScript. Donc ici donc on va lancer notre suite de tests avec un npm run test. Et là on peut voir que le test échoue, ce qui est tout à fait normal. Le message qui est renvoyé, c'est donc expected. Donc ici, ce que l'on a envoyé donc à expect, donc chaîne de caractères vide. On s'attendait donc à ce qu'une chaîne de caractères vide soit égale à Hello World, ce qui n'est absolument pas le cas, on est bien d'accord. Donc ici, on a un test qui échoue. Le but, c'est de faire en sorte qu'il passe et de trouver le code minimum qui me permet de faire passer ce test. On se rend donc dans notre index.ts, et quel est donc le code minimum selon vous qui permet de faire passer ce test? Qu'est-ce que je dois écrire? Alors je sais pas quelle est la réactivité en termes d'image. Vous pouvez soit répondre dans le chat, soit sur le Discord, c'est pas un problème du moment que j'ai le truc. Non, ok, personne sur le Discord. Ouais, tout à fait. Le code minimum, en effet, pour retourner, donc, pour passer le test, c'est de faire un return de Hello World. On y va. Alors, normalement, le principe du TDD, c'est de faire en sorte que les erreurs de compile, ça compte aussi. C'est-à-dire que, normalement, je suis même pas censé écrire quoi que ce soit. J'aurais dû démarrer par là.
Et là, normalement, j'ai un problème de compile déjà. Donc déjà, le problème de compile, il me va pas. Donc, ce truc-là n'existe plus, donc fatalement, bah, ça compile pas, enfin bref, vous m'avez compris. Normalement, donc on est là. Je dois démarrer, donc normalement, avec une fonctionnalité qui n'existe pas. Et là, comme on peut le voir, bah, ça tourne. La fonctionnalité passe. Bim. Et donc, normalement, bah, c'est là le but du jeu. Tout le principe, donc, de faire du TDD, c'est d'y aller étape par étape pour une fonctionnalité, et avec les use cases, que l'on décrit comme étant donc nos tests, on va découvrir quel est l'algorithme au fur et à mesure, en fait. On va refaire un test, mais avec quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On va donc faire... qu'est-ce que l'on va faire? On peut faire une petite addition pour commencer. Donc, export function, addition. Donc, même pas. J'ai dit, on devait démarrer, donc les erreurs de compile, c'est legit. On n'a pas le droit de... On n'a pas le droit de les skip. Donc ici, donc, je vais effacer ce test-là, et on va en recommencer un autre. Donc ici, should return 1. On va donc tester donc, notre fonctionnalité, c'est additionner les nombres. Donc ici, c'est add test suite. Bon, je vais donc utiliser ma fonctionnalité. Donc, const result number est égal à add 1 et 0. Et je m'attends à ce que ce result soit égal à 1. Ok. Donc là, je vais naturellement donc avoir une erreur de compile, tout à fait normal. On y va. Ok. Donc déjà, je dois compiler. Je dois donc exporter une fonction qui s'appelle add. Et pour l'instant, peu importe ce qu'elle me retourne. Ok. Donc ici, comme on peut le voir, il n'arrive pas donc à me le trouver. Mais ça, c'est parce que, du coup, il n'y a pas eu l'import. Donc on y va, on retourne, on reprend donc notre import. Boum. On fait le code minimum à chaque fois. Bon, bien sûr, là, c'est vraiment pour expliquer, hein, mais d'habitude, on met au minimum au moins la fonctionnalité, quoi, et les paramètres. Donc là, ici, vous voyez, un type d'erreur intéressant. Type void is not assignable to type number. Bon, c'est parce qu'ici, j'attends dans mon résultat le nom, un nombre. Or ici, comme on peut le voir, add ne retourne absolument rien, donc techniquement, add retourne du void par défaut. Ce qui est pénible, puisque bah, c'est pas ce que je veux. Donc ce machin-là est censé retourner donc un nombre. On peut voir également une deuxième erreur. Expected 0 arguments, donc la fonctionnalité s'attendait à 0 paramètres, mais elle en a eu 2. Bon, ben on va faire en sorte que ça passe. Le code minimum, donc on va les nommer A et B. En vérité, on n'était même pas censé mettre le type de données, mais je vais un petit peu... Bon, allez, vas-y, on va même pas mettre le type de données. Boum. Quoique, en vérité, ça passera, puisque si on se met en allo JavaScript, ça va. Ok, donc j'ai normalement résolu mes deux problèmes. Type void et expected zero arguments. On y retourne. On va avoir un autre problème, hein, vous vous en doutez. Alors, ce problème, c'est que ce machin ne retourne rien du tout. Alors on y va. Maintenant qu'on a un vrai test ici, on s'attend donc à ce que ce cas de figure, ce use case, me retourne 1. C'est quoi le code minimum pour passer mon test? Return 1, tout à fait. C'est return 1. Et si je me fiais donc uniquement à ce jeu de test, et à cet unique cas d'utilisation, bah j'ai codé ma fonction add, en fait. C'est ça qui est rigolo. C'est que techniquement, j'ai fait du TDD, j'ai tout bien fait, et j'ai codé donc ma fonction add. Techniquement, sur le papier, elle est parfaite. Mais vous vous en doutez,
ça va pas marcher. On va en décrire un nouveau de cas. Donc ici, on va donc retourner 2. Quand on envoie donc add 1 et 1. Alors, ici, on s'attend à ce que le résultat soit égal à 2. Naturellement, on lance le test, hein, et ça marche pas. Alors, du coup, maintenant, quel est le code minimum pour que ça fonctionne? On s'autorise à être un peu plus intelligent maintenant. Return A plus B, tout à fait. Là, on est vraiment sur une approche minimaliste de notre code. On fait un return donc de A plus B. Et voilà. Alors, on va décrire plein d'autres use cases, hein, on y va. Hein, donc, ce que l'on peut faire, c'est faire en sorte de faire, du coup, maintenant, un gros test bien automatisé, bien propre. Donc, should return the correct answer. Alors, on y va. Ce que l'on fait, c'est que l'on va faire un let i number est égal à 0, while -i supérieur à -1. Alors, c'est ma façon à moi de faire des boucles qui n'ont pas besoin d'avoir le i, hein. C'est une habitude que j'ai prise lorsque je faisais de l'ActionScript. Vous avez le droit de faire des boucles fort classiques, vous inquiétez pas. C'est juste que, bah, comme ça, au moins, hop, j'exécute 10 tests d'un coup. Allez, on y va. Donc, je fais const a number est égal à... On va se mettre des math.random, ici. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre en toFixed. Hop. Et, quoique non, pardon, j'ai dit une connerie. On va se les mettre en... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se mettre? On va mettre en toPrecision. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je réfléchis. On va mettre 2. On va en mettre 2. Boum. Et toPrecision ici me retourne bien une chaîne de caractères, ce qui pue, j'ai pas envie. Donc on va juste mettre math.random, ça suffira. J'avais pas envie d'avoir des nombres à rallonge, mais on va les, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les caster en entier. Donc on va décaler, on va shift vers la droite. Ok, le shift vers la droite ici, c'est juste en fait pour décaler tous les digits qui composent mon nombre de 0 vers la droite. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, il va y avoir une opération en arrière-plan de la part de JS qui va en fait me skipper toute la partie... ce qui du coup est débile, parce que du coup je vais mettre x4, par exemple, hop, voilà, entre 0 et 4, voilà, et du coup ici ça va me permettre en gros de faire un int de ce truc, ou alors, si vous voulez, l'équivalent c'est de faire un mat.floor, en fait que vous fassiez mat.floor ou ceci, c'est exactement la même chose, sauf que ce truc là est un peu plus rapide. Puisqu'on agit beaucoup plus rapidement sur la machine du fait que les opérateurs sur les bits en fait sont beaucoup plus simples. On possède directement en plus un équivalent matériel, hein, qui est une porte logique. Donc ici on y va. Donc on va se faire donc un expected donc result est égal donc à A plus B, donc ça c'est le résultat que l'on va attendre, hein. On est intelligent, on connaît le plus ici. Et donc ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va mettre A, B, et on s'attend à ce que donc notre résultat soit égal au résultat attendu qu'on a calculé ici. Et c'est parti. Normalement, tout doit passer comme sur des roulettes, on est tranquille. Donc là, vous voyez, on a fait une dizaine de tests, et du coup, ben, on se retrouve avec notre fonction add que l'on considère comme étant OK. Alors là où c'est rigolo, c'est si je vous demandais, par exemple, mais on n'est pas sur un TP, si je vous demandais de faire la même chose, par exemple, avec soit un FISBIS, soit un modulo ou autre, quel serait donc le code minimum, en fait, pour le faire. Et là, du coup, ben, on va se retrouver donc avec pas mal de choses à faire. Donc, déjà, est-ce que le concept donc du TDD, c'est-à-dire y aller de façon incrémentale, c'est OK?
Ok. Alors, on y retourne. Donc, ici, ce que l'on va faire... On va donc effacer tout ça, hein, ce truc n'est plus vraiment intéressant. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc prendre donc, le petit document que j'ai réalisé. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc commencer à coder... Alors, un truc, qu'est-ce que l'on va commencer à coder? La bourse. Tiens, la bourse, c'est assez simple. On va coder la bourse en priorité. Donc un objet qui va nous permettre, en gros, de représenter donc notre sac d'or. En fait, celui que l'on a vu et que l'on utilisait dans notre petite champ de bataille de Hearthstone. Donc on y va. La bourse. Le total d'or mis à disposition du joueur. La bourse peut contenir un minimum de X or et un maximum de Y or. Le montant de la bourse augmente à chaque tour jusqu'à atteindre son maximum Y. Alors, ça c'est dans le vocabulaire hein, ici, mais c'est également une liste des features hein, quand on y pense. Je ne les ai pas listées encore ici, mais normalement tout ce qui est une feature est listé sous forme d'histoire utilisateur, donc de user story. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer donc par préparer en fait nos objets indépendants qui sont là, donc qui font partie de notre vocabulaire. Donc ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va prendre donc la description de ce truc-là, et on va commencer par se rendre donc dans notre dossier spec, et on va se créer un fichier que l'on va nommer, comment on peut appeler ça, la bourse, je crois, enfin wallet, c'est portefeuille. Est-ce qu'il y a une traduction? La bourse en anglais, mais the purse, ouais. Une bourse remplie d'or. A purse full of gold. Ok, bon, bah ce sera a purse, et puis voilà. Personnellement, si j'avais pas trouvé, j'aurais mis wallet, mais ok. C'est parti. Alors on y va, on va donc se créer notre objet purse. Alors, notez bien que le code que l'on va faire là, hein, il va probablement être sujet à refactoring plus tard. Probablement pas ce soir, mais plus tard au fur et à mesure des lives. Le but en fait, c'est d'avoir quelque chose en fait qui corresponde bien, et ça c'est... Ouais, purse, ouais. Ah oui, c'était une suggestion, d'accord. Le but en fait, c'est d'avoir du code qui, au niveau sémantique, c'est-à-dire quand on le lit, correspond au vocabulaire que peuvent employer les gens qui sont du métier, c'est-à-dire les business analysts ou les clients directement. Ici donc, nos clients c'est nous-mêmes, donc on s'en fout, mais du coup, le vocabulaire du métier, en fait, ce sera celui que l'on emploie dans le jeu, histoire de pouvoir s'orienter. Donc, en plus c'est même pas purse.ts, c'est purse.spec.ts, on est dans les tests. Donc, on respecte le plus possible l'arborescence, la même arborescence dans les specs que dans notre application. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc créer donc un dossier modèle, et ici, on va se créer donc un dossier. On va se créer donc un petit fichier. Qu'est-ce qu'on a un dossier? On va se mettre donc des entités, mais parler d'entity first. Bon, encore une fois, j'ai dit qu'on faisait pas du DDD, donc fuck. On va donc se faire une petite entité ici, même si c'est pas vraiment une entité. Donc on y va. On va s'autoriser à créer le fichier qui est là, purse.ts, il est vide, mais du coup il faut respecter donc la même arborescence de ce côté, histoire de pouvoir mieux s'y retrouver. Donc ici ce sera modèle, entity, et du coup notre purse.spec.ts, on va le foutre là-dedans. J'ai dit là-dedans. C'est un fichier que j'ai créé ou... Toi tu dégages. Hop, entity. Voilà. Bim. On y va. On va donc décrire une suite de tests pour notre purse. Et du coup, ce qui nous aide beaucoup, c'est d'avoir donc la description. Normalement, on est censé la marquer en anglais, hein, mais bon, là, on a tout codé en français. C'est pas diabolique si on le met comme ça. Donc ici, purse
test suite. Hop. On va donc commencer par dire que la bourse peut contenir donc un minimum donc, de XOR et un maximum de YOR. On va donc commencer par faire ceci. Donc, should contain a certain amount of gold. Doit contenir une certaine quantité d'or. Alors, personnellement, je choisis de coder en orienté objet. Donc, ça, ce sera une classe qui s'appellera donc purse. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc ici me créer un nouvel objet donc de type purse. Donc, let my purse de type purse est égal à new purse. Et naturellement, il me propose une autocomplétion toute flinguée. Voilà, donc purse n'existe pas. Encore une fois, les erreurs de compilation comptent. D'accord ? Ce que l'on s'attend, c'est qu'il y ait une méthode qui me renvoie, en fait, le montant total d'or stocké sur cette bourse. On l'appellera getGold, ou getAmount, ou un truc dans le genre. GetAmount of gold serait vraiment le summum, mais bon, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. On a le droit, on a le droit. Le but, encore une fois, hein, c'est de faire vraiment un développement, en fait, qui nous amène à savoir ce que l'on a du moment qu'on lit le code. Ici, c'est ce que l'on appelle du code auto-documenté, dans un sens. Et maintenant que l'on a donc notre résultat, on s'attend à ce que ce résultat soit égal au minimum. Alors, on va mettre to be greater than or equal 0. Le but donc de ma bourse, c'est qu'elle contienne donc entre un minimum et un maximum de XOR. Mais le truc, c'est que on n'a pas mentionné ici should contain a certain amount of gold. Alors, ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va mettre donc, on va initialiser notre purse, ici, notre bourse, avec donc un minimum et un maximum. Donc ici, on prendra donc deux paramètres. Donc 0, et on va dire qu'elle peut contenir maximum 10. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va pas en faire des données en dur de ces trucs-là. On va donc en faire des constantes ici. Donc min number est égal à 0. Const max number est égal à 10. Donc min et max. Et donc on s'attend à ce que ce soit supérieur ou égal au minimum. Alors, en vérité, on a même vraiment beaucoup anticipé le truc ici. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va plutôt ne pas faire ça de suite. Et on mettra donc des valeurs par défaut, on mettra donc 0 ici, et puis ce sera déjà. Should contain a certain amount of gold. Donc ici, en vérité, on s'attend juste à ce que notre valeur soit true-fee, et c'est tout. C'est-à-dire à ce que ça renvoie une valeur qui ne soit pas false, nulle ou autre connerie dans le genre. Ok. Donc, parce que si on veut vraiment être TDD, on doit vraiment être strict sur notre façon de faire. npm donc run test. Là, on a plein de problèmes. C'est tout à fait normal. Donc, déjà, il peut pas nous trouver pulse, ce qui est tout à fait normal. On ne l'a pas encore créé. On va donc écrire le code minimum qui nous permet donc de passer le test, sachant qu'on s'est fixé comme objectif de faire du code orienté objet. On va donc créer la classe pulse pour commencer. On a dit le code minimum, hein, donc en TypeScript, on n'est pas obligé de décrire le constructeur, encore une fois. Donc c'est mon code minimum. Ok, donc, naturellement, bah, du coup, il faut l'importer. Ça, par contre, j'ai oublié, j'aurais pu le faire, hein, j'avais le droit. Ok. Maintenant, on peut voir que property get amount of gold
does not exist on type purse. On y va. Le code minimum, c'est donc de décrire un public, donc get amount of gold. Je précise pas de type, hein, puisqu'encore une fois, il m'a juste dit qu'il y a un problème, il ne le trouve pas. Code minimum, donc. Ok, maintenant, type void is not assignable to type number. On y va. Je dois donc retourner donc un nombre. Et ici, on me demande à ce que ce soit true-fee. Je vais donc retourner 0 ici. Donc une valeur. C'est mon code minimum. Alors, expected 0 to be true-fee. Alors c'est là par contre où il faut être un petit peu intelligent. En vérité, j'ai mal écrit mon test ici parce que 0 n'est pas considéré comme une valeur true-fee, ce qui est stupide, hein, puisque c'est une valeur... j'ai le droit normalement d'avoir mon truc. Si je mets 1 ici, vous allez voir qu'il va me dire que le test passe, parce que 0 est considéré comme une valeur qui n'est pas true-fee, parce qu'elle peut être assimilée de façon primaire et donc binaire au 0, qui donc symbolise une valeur false. Donc ici, on ne devrait pas mettre donc to be, on va mettre not to be none. Voilà. Not to be none serait le vrai test à passer en vérité. C'est-à-dire to be not a number. Donc en gros, si je mets to be not a number, je dois renvoyer quelque chose qui n'est pas un nombre. Mais si je mets le not ici, eh bien ça me permet de dire qu'il faut que du coup que ce soit un nombre. Et là, mon 0 passe sans problème. N'importe quelle valeur numérique est censée passer. J'en veux pour preuve que si je triche un petit peu, que j'écris pas le code minimum, mais que je vous montre avec n'importe quelle valeur numérique, ça passe. On le lance plusieurs fois. Parfait. Donc on va mettre 0 pour l'instant. Allez, on poursuit notre aventure au pays du TDD. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre en compte cette notion d'intervalle dans la bourse. Pour ça, il va donc falloir que notre objet de type purse, en fait, gère cet intervalle en son sein. On va donc décrire un nouveau test. Donc, should contain a minimum amount of gold. Doit donc contenir un minimum d'or, en fait. Alors, ce minimum, on va le déterminer ici. On va dire que c'est 0. Le truc, c'est que on va bien voir que mon test, il va passer dans un premier temps. Donc, should contain a minimum amount of 0 gold. Alors, enfin, on va le voir après, puisque là, je voulais vous expliquer un truc, mais on va le voir après. Donc, const min. Donc, ici, on va mettre to be greater than or equal min. Donc, le code minimum pour retourner quelque chose qui est donc un minimum d'or de 0, bah, c'est return 0. Alors là, normalement, mon code passe. Hein. Je ne dois pas le changer. Mais je vais rajouter une spec. Donc un petit test. Should contain a minimum amount of 10 gold. Donc ici 10. Et là ça part. Et là ça passe pas. Ok, on a un problème. Si je mets 10 ici, pas de souci. Tout passe. Mais le problème, il est là aussi, c'est que du coup, je me retrouve avec donc ce code-là qui passe et ce code-là qui passe. Ok. On pourrait même, en vérité, faire en sorte de virer celui-là, il sert à rien. On va en rajouter un. Should contain a maximum amount of gold. Of 10 gold. Donc on y va. Max.
max, donc to be less than or equal max. Tous mes tests vont encore passer, pas de souci. Par contre, autre cas utilisateur, autre use case pour la même feature, je veux qu'il contienne un maximum de 5 gold. Et là, je l'ai dans l'os. Là, je l'ai dans l'os. Comment je fais pour avoir un code minimum qui prend en compte le fait qu'il lui soit inférieur ou égal à 10, inférieur ou égal à 5, et en même temps avoir la possibilité qu'il soit inférieur ou égal, enfin supérieur ou égal à 0 et supérieur ou égal à 10. En fait, je me retrouve donc avec ce problème, c'est que du coup, si je l'enchaîne donc uniquement bêtement les use cases et que je les découple comme ça, je vais vite me retrouver avec cette incapacité à progresser proprement de façon incrémentale. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on a le droit, on se dit qu'on a mal découpé notre feature, on a le droit donc, tout de suite, de se décaler. Ou alors, on a le droit d'envisager la fonctionnalité différemment. On va donc repartir de notre test, de notre premier test ici. Donc, should contain a minimum amount of X gold. X gold, et c'est ce qui correspond vraiment en fait à notre définition ici. Should contain donc un minimum amount of X gold. En fait ici, on va donc déterminer X, on va lui dire qu'il est random. Comme ça au moins on est sûr et certain de ne pas se faire avoir sur un use case tout pété. Donc on y va. Math.random, on va le mettre à 8. Tiens, voilà, 8. Et ce qu'on va faire, c'est que pour que je reste dans les fonctionnalités que vous connaissez, je ne vais pas mettre mon shift vers la droite, parce que sinon ça va vous embrouiller. Donc le min ici. Alors, comment je fais? Quel est le code minimum pour retourner ce truc-là? Donc ici, si j'avais mis donc par exemple 800, quel est le code minimum qui va donc me permettre de passer ce truc-là? Eh bien, le code minimum, il va donc m'obliger à passer ce minimum à mon objet de type purse. Alors, on peut choisir, mais pour ma part, je vais le mettre dans une fonctionnalité, enfin, je vais le faire passer dans le constructeur. Donc ici, ça sera min. Je vais donc rajouter un constructeur qui me prend donc en compte le minimum. C'est un nombre. Je le stocke sur une propriété privée. Donc, min, number. Et je dis donc que this.min est égal à min. Et ici, le code minimum donc qui me permet de passer ça, c'est si this.min. Pardon, c'est si get amount of gold. Donc get amount of gold ici. Comme on peut le voir, finalement, il va falloir aussi que j'ai un minimum donc de valeur au niveau de mon gold. Donc ici, value. On va mettre amount. Et donc ici, pour l'instant on met 0 ici, hein, ce sera très bien. Donc si this.amount inférieur à this.min, on retourne this.min, sinon on retourne this.amount. On n'est même pas obligé d'écrire le else ici, hein. Ce serait du code mort d'ailleurs, ça servira à rien. Ok, là on a un code minimum. On a un code minimum donc qui me permet d'avoir donc un montant et un minimum. Ok, un argument min for... Ah oui, du coup là ici il manque
min ici, la fonctionnalité, donc le truc a changé. Donc ici, je vais mettre 0, je lui envoie 0 à lui, et c'est OK. Ok, donc mon test passe, à chaque fois, donc avec un montant minimum. C'est nickel. Parfait. Et du coup, on va faire la même chose, donc avec un maximum. Should contain, donc maximum amount of y random gold. Donc ici, je vais le nommer donc max. Et du coup, bah, même chose, hein, là on va s'autoriser à aller un petit peu plus vite. Donc max. Boum. On va le passer, et du coup c'est to be less than or equal max. Et du coup, bah, naturellement, il faudra donc un maximum à ce truc-là. Donc, on va donc avoir... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On a dit que les erreurs de compile comptaient. Donc, on y va. Alors ici, bah, du coup, il me dit qu'il a besoin qu'il a 2 arguments. Donc, on y va. On va prendre le deuxième argument. Hop. Donc... Le code minimum, c'est de ne pas le prendre en compte. Hein. Ok. Et du coup, ici... Cannot find min... First 33... Hop. Oui, et j'ai pas mis le min ici, donc je vais le mettre à 0. On fiche. Et du coup, ici, bah là, va y avoir un problème. Hein, donc il va falloir donc donner un maximum ici, donner un maximum là... Ok, donc on passe nos tests. Alors, on passe nos tests, pourquoi? On passe nos tests parce que notre montant d'or ne doit pas donc dépasser un certain max. Mais il doit également dépasser du coup il doit également du coup donc avoir un certain min. Le truc c'est que si on commence à combiner les deux tests, on va voir qu'on doit systématiquement donc être dans les clous. Et du coup ici, par exemple, si je devais donc pouvoir mettre un get amount of gold, donc ici si je mets donc min, si je mettais donc un min supérieur à max, donc max plus 1, vous allez voir qu'il va y avoir un problème. Boum, ça marche pas. 372 to be less than or equal 371. Alors, du coup, il va falloir quand même que je prenne en compte mon maximum ici. Donc, this max est égal à max. Et enfin, donc, si this.amount supérieur à this.max, alors on retourne this.max. Et voilà. Une fois qu'on fait ça... Oui, le problème ici, c'est que du coup, voilà, justement, should contain a maximum of y random gold. Le problème, c'est que j'ai mis le minimum et le maximum. Alors, le problème, c'est qu'ici, donc, je passe this amount inférieur à this.min, et du coup, je retourne this.min. Bah non. Le but du jeu, ici, c'est de faire en sorte de dire que si jamais mon min... par exemple, n'est pas respecté, et ben, du coup, je mets également que mon max n'est pas respecté. Normalement, je dois pouvoir donc passer ce truc-là. Alors, quel est l'algo minimum? Alors, l'algo minimum, c'est en vérité de faire en sorte que min et max ne puissent pas déjà se chevaucher. C'est-à-dire que c'est pas possible, en fait, d'avoir un minimum qui soit supérieur à un maximum. Ce que l'on peut faire, c'est soit traiter ça ici, soit le traiter directement à l'initialisation. Alors, le code minimum, c'est de le traiter donc ici à l'initialisation plutôt. C'est de dire que si min est supérieur à max, donc on va faire une petite ternaire, ça permet de réviser, alors on dit que min est égal donc à max, sinon à min. Voilà. Et du coup, on va avoir droit également au même truc ici. Il faut dire que si... Enfin, en vérité, si on l'a mis dans un sens, on l'a mis dans l'autre. Donc, du coup, c'est OK. Ok, parfait. Donc là, normalement, on a traité notre cas.
10 to be greater than or equal. Alors attendez, quel est le test? Expected 10 to be greater than. To be greater than. Alors. Min. Ah bah oui, fatalement. Et donc du coup ici même chose. On s'attend donc à ce que. Donc min ici, on l'avait mis à combien lui? Min 10, ben normalement non. Est-ce que min est supérieur à max? Si oui, alors max. Si oui, alors il est égal à max. Bon, tout est ok. Il y a un souci, non? Donnez-moi une petite seconde. Quand bien même là je passe un nombre super grand et 10, normalement mon min ne peut pas surpasser mon max. Ben, c'est pas grave. On a dit qu'on faisait pas donc de. On a dit qu'on faisait pas de console log, donc ce que l'on va faire c'est qu'on va se faire un petit test pour vérifier. Donc should have a minimum below the maximum. On y va. Je fais une bêtise quelque part, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait pour la résoudre. C'est assez bête. On va dire donc que min, on va mettre un min à 11 et un max à 10. Normalement, donc min max. Alors du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on veut avoir donc nos éléments, donc on va se faire des petits getters, donc public, donc get min, return this min, et public get max. Alors là, je fais un petit peu de... Là c'est pas bien ce que je fais, dans le sens où je m'autorise à aller un petit peu plus vite, mais comme on est en train de débugger une connerie, c'est plus pour aller un petit peu plus vite. Donc ici, on s'attend donc à ce que myPurse get min to be less than or equal myPurse get max. Allons-y. Je vais en profiter pour vous montrer une fonctionnalité qui est là et qui sert en fait uniquement à tester donc un test en particulier ou juste quelques tests en particulier. On y va. Et là, on voit bien que one spec, zero failure, d'accord. On va donc... Et donc un maximum au-dessus, donc, du minimum. Donc ici, donc to be greater than or equal. Donc ici on inverse, donc get max et get min. Ouais, donc non, c'est ok. Alors, quel est le test qui se vautre? J'aimerais bien savoir lequel, parce que ça se trouve, j'ai fait juste une petite bêtise dans le test, je l'ai peut-être mal écrit. Donc ces trois tests passent. C'est le gros avantage d'avoir des tests unitaires, c'est qu'au passage, en fait, ils ne doivent pas dépendre des uns des autres, en fait. Donc should contain a minimum amount of bidule, d'accord. Donc min. Ah mais oui, c'est parce que je suis très bête. Ici, du coup, vu que je mets un cap et que j'ai stocké donc une bêtise, et ben fatalement, je me retrouve donc avec ce minimum qui peut pas donc être respecté. Donc là, c'est normal en fait. Ma fonctionnalité fonctionne, c'est normal que mon test foire. Parce que donc j'ai mis un minimum débile, une valeur supérieure et tout, et là normalement j'aurais dû mettre du coup... minimum amount of gold, donc ici je vais mettre 5 gold. Et là, normalement, donc ça passe. Faut juste que je fasse attention, en fait.
hop. Voilà. Donc là, c'est OK. Et should contain a maximum amount. Pam, pam, pam. OK. Donc là, normalement, ça devrait être OK. OK, donc normalement, là, tous mes tests passent. Bon. Vous voyez que ça peut être vite fait long, enfin surtout que j'essaye de les expliquer. Fit, c'est pour n'exécuter que ce test. En fait, oui, fit, oui, c'est pour exécuter que ce test, ou enfin que ceux qui sont en fit. Parce que je peux en exécuter plein, en fait. Hein. Je peux exécuter, par exemple, uniquement ces deux-là, si je veux. Vous voyez? Là, ils ont bien été exécutés tous les deux. Bon. Alors. Ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc ajouter donc une petite fonctionnalité qui permet donc de redéfinir donc la bourse. Donc, it should reset the amount of gold. Alors, attention. Ici, donc, should reset... should be able to reset the amount of gold. Alors, on y va. Let purse est égal donc à new purse, on n'a qu'à dire hop, 0,10. Ensuite, purse, donc point set amount of gold. Et on n'a qu'à dire qu'on le veut à 80. Pourquoi pas? Donc, expect donc purse get amount of gold to be to equal donc 80. Donc ici ça pourra pas marcher hein, naturellement puisque bah normalement on devrait donc avoir un maximum qui devrait être donc égal à 10 parce qu'on peut pas dépasser le 10 ici. Mais si on met par exemple un 5, en fait on s'autorise à ne pas tester le cas où ce truc-là en fait dépasse le 10, puisque quand on retourne get amount of gold, et ben normalement on devrait pouvoir être tranquille. Donc ici, npm run test. Donc ce truc-là, set amount of gold, ici n'existe pas. On y va. On a dit que les erreurs de compile, ça existait. Set amount of gold. Hop. C'est le code minimum. Ok. Donc ici, ça tend donc à prendre un argument. On a dit que... D'ailleurs, ce truc-là n'est pas censé renvoyer un number. Hein. Mais du void par défaut. Donc ici, donc, value. On va mettre value est égal à number. Et on s'attendait donc à ce que l'amount of gold soit égal donc à notre ami 5. Donc quel est le code minimum pour remplir donc ce truc? Eh bien c'est de dire que tout simplement this.amount est égal à value. Et là on passe notre test. Et du coup ici ce que l'on pourrait faire c'est directement donc du coup améliorer un petit peu notre code. Je vous explique. Si à chaque fois qu'on fait un get amount of gold, on se retrouve en fait à devoir vérifier si il est oui ou non compris dans un intervalle et donc à faire des if, ça peut éventuellement devenir un peu plus lourd. En fait, il faut s'interroger sur si on va plus souvent lire la donnée ou si on va plus souvent la redéfinir. Moi, je vais partir du principe que je vais plus souvent lire ma donnée que je ne vais la redéfinir. Donc, du coup, il est plus logique pour moi de mettre le 1, 2, 3, 4. Il est plus logique pour moi d'appliquer ce traitement-là au sein de mon set amount of gold plutôt que de l'appliquer sur mon get amount of gold. Parce que, bah, en termes de performance, ça sera mieux. Alors, normalement, on n'est pas censé anticiper en prévention, mais je me permets quand même de faire ce petit aparté pour vous dire que si vous êtes plus souvent en écriture
quand lecture, alors beaucoup d'opérations de lecture, enfin beaucoup d'opérations lourdes doivent se faire côté lecture. Les opérations lourdes se font généralement du côté où on a le moins d'interaction. Par exemple, si je lis plus souvent que je n'écris, alors je fais les traitements lourds sur l'écriture parce que je vais devoir faire mes opérations de lecture très souvent. Et l'inverse s'applique aussi. Ici, je pars du principe donc que j'écris moins souvent, donc j'applique le traitement qui est là. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc anticiper là, et on va voir que nos tests vont de nouveau échouer, hein, parce que là, on a juste copié-collé notre code, ça marche pas. C'est normal. Donc on va réécrire donc notre code minimum, qui va donc nous permettre de mieux gérer ça. Donc on va dire que this.amount est égal à value inférieure à this.min. Si elle est inférieure à this.min, la valeur qu'on nous passe en paramètre, on met juste this.min. Sinon, on met value. Et là, ici, on dit que thisamount est égal à value supérieure à this.max. Donc, si value est supérieure à this.max, on remet à this.max. Sinon, on le remet à value. Et voilà, c'est aussi bête que ça. On pourrait le faire en une ligne, en vérité, on pourrait le faire comme ça. On pourrait dire donc value supérieure, on pourrait faire une ternaire imbriquée. Est égal donc à this.max value. Voilà, ternaire imbriquée. Alors, j'imagine que ça vous casse pas trop la tête, vous avez dû en voir quelques-unes quand même maintenant, depuis le temps. Et là, tous les tests, ils passent pas. Expected 0 to be greater than or equal à 5. Tiens, j'ai fait une bêtise. To be greater, expected 0 to be greater, should contain a minimum amount of X gold. C'est donc ici. Donc, result my purse get amount of gold. D'accord. C'est parce que j'ai pas to be greater than... Ah oui, le minimum. Regardez ici. Du coup, ce truc-là ne passe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vu qu'on fait plus sur get amount, eh bien ici, il faut faire attention à ça. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc mettre notre valeur. Donc ici, donc on a min et max. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va dire que this... On va faire un set amount of gold est égal à this. On va mettre 0. Ça marchera. Il va donc faire en sorte de me relire le truc. Voilà. Et là, ça marche. Parce que la règle de gestion est appliquée. Ok, donc on a donc des données donc, qui sont déterminées. On a tout ce qu'il faut. En vérité, ici, du coup, vu que je mets tout dans mon... Off, quoique, si... On va quand même laisser les valeurs par défaut, j'aime bien. Ok. Donc là, on a notre bourse. On a notre bourse, donc, qui a été codée. Donc, le montant de la bourse augmente à chaque tour jusqu'à atteindre son maximum Y. Et ben, moi, je vous propose de coder donc cette fonction donc next turn. Alors on y va. It should be about. En vérité c'est ce truc, hein, reset the amount of gold. Mais ce que l'on va faire, c'est que ce machin là, reset the amount of gold, ce que l'on va faire, c'est qu'on va plutôt la coder next turn. Donc should be about to go on the next turn. Donc à chaque tour de taverne, hein, on a notre taverne, donc on a notre bourse donc qui augmente, donc de 0 jusqu'à 10. On va dire que purse par défaut, pardon, en vérité c'est de 3, hein, on démarre pas avec 0 gold hein, dans le jeu. Purse donc set amount of gold, donc ici on y va, donc purse. On va mettre next turn up. Et donc, ici, on s'attend à ce que get amount of gold soit égal à 4.
Donc les erreurs de compile existent. Boum! Ça n'existe pas. On y va. Donc, next turn. Et en vérité, ça ne rend rien. Hop, expected 3 to equal 4. Donc en effet, ça ne marche pas. Le code minimum, c'est donc de dire que this, set amount of gold, est égal à this, get amount of gold, plus 1. Alors pourquoi je choisis de le faire comme ceci et pas comme cela? Et pas avec directement les propriétés. C'est pour me sécuriser mon truc. Je sais que mes fonctionnalités fonctionnent, parce que je les ai testées. Donc il y a des règles de gestion qui sont potentiellement à l'intérieur. Et donc du coup, je préfère qu'elles soient appliquées directement. Et comme elles ont été testées, je sais qu'elles fonctionnent. Et donc du coup, au moins, je me retrouve à avoir toujours les bonnes valeurs. Il y a aussi d'autres petites choses, hein, notamment le fait que si le fait d'obtenir la valeur ici passe par une base de données, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai obligé d'aller chercher cette valeur avec get amount of gold. Donc du coup, ici, ça devrait passer comme ça. Et là, normalement, boum. Et ce que l'on peut faire ici, c'est de se dire, bah tiens, j'ai déjà 10 ici. Normalement, je devrais donc avoir 10. Je ne dois pas donc dépasser mon maximum. Ça doit pas être égal à 11, parce que je suis au maximum. Ok, donc là, je pense qu'on l'a fait dans tous les sens possibles. Et encore une fois, on n'a pas fait un seul console log pour débugger. Bon, c'était un peu long, parce que je dois expliquer, etc. Mais vous voyez un petit peu le truc, en fait. Comment on fait pour avancer, donc, pas à pas, sur du full TDD. Alors c'est long quand on explique, et c'est long quand on débute, mais en vérité, une fois qu'on a notre méthodo, en vérité, on va relativement assez vite. Donc là, je vous ai mis des use cases, hein, parfois un petit peu à la con, parfois un peu intermédiaires, notamment le fait que, normalement, on devrait, par exemple, redonner donc un nombre certain de gold ou autre chose. Bon, c'est pas bien méchant, mais c'était pour vous montrer en fait comment on faisait étape par étape pour pouvoir en fait faire du TDD. Et vous voyez un petit peu le côté qui est intéressant avec TDD, c'est qu'on découvre en fait le code minimum au fur et à mesure pour répondre donc à notre problématique. On s'amuse pas à l'inventer en se disant je vais le tester après, ou alors j'écris tous mes tests et je me démerde pour que ça se boutique bien. Non, on part du cas le plus simple, et on progresse au fur et à mesure pour pouvoir en fait arriver à quelque chose de valable. Donc là, on a une bourse qui est 100% testée, et je suis 100% code coverage sur ce truc-là en fait. Mais bon, j'ai essayé de prendre le temps de bien expliquer les choses, de montrer comment on fait pour aller du début jusqu'à la fin, donc on a été lent sur pas mal de trucs, mais ça a permis quand même de bien se caler, et de comprendre en fait qu'il y a plein de choses en fait à comprendre, que c'est vraiment cette volonté donc d'y aller pas à pas. Dans la vraie vie, on a le droit de prendre quelques raccourcis. Même si je sais qu'il y en a, ils vont hurler. Ah bah merci, c'est gentil. Même si je sais qu'il y en a qui vont hurler s'ils voient que je dis ça, où on a le droit de prendre quelques raccourcis, mais par exemple pour un objet aussi simple que Purse, par exemple, bon, le fait d'avoir un minimum, un maximum des getters, des setters, etc., bon, c'est bien gentil, mais dans la vraie vie, en vérité, on pourrait vraiment, aller beaucoup plus vite. Bon, déjà, rien que le fait de pas expliquer, ça fait aller beaucoup plus vite, ça fait aller 100 fois plus vite. Mais on pourrait également, je veux dire, tout le monde sait mettre un minimum, un maximum, tout le monde sait faire ce genre de truc, quoi, tout simplement. Hein. Là, normalement, même dans la vraie vie, normalement, on est censé donc avoir un setter pour min, un setter pour max, faire attention, et donc cette logique qui est là, ici, normalement, elle est plutôt
logés dans les getters, enfin dans les setters, quoi. En vrai, tu crois vraiment que s'il y a personne derrière eux, ils prennent pas de raccourcis? Non, mais tout le monde prend des raccourcis. Tout le monde prend des raccourcis. Mais dans la vraie vie, même les gens qui prennent des raccourcis viennent te voir en te disant « C'est mal ce que tu fais ». Et c'est vrai, c'est mal. Mais bon, il y a des choses il y a des choses qu'on s'autorise à faire. Moi, par exemple, je sais que ce genre d'objet, et je sais que c'est pas bien, hein, mais je m'autoriserais même à ne pas le tester, tu vois. Parce que ce genre de truc, je te le refais les doigts dans le pif. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai pris un exemple aussi simple, hein, c'est pour pouvoir justement le faire pas à pas, bien le dérouler, etc. Bon, à un moment je me suis foiré sur mon test, je sais plus ce que j'avais... Ah oui, non, voilà, c'était ce test should contain a minimum amount of gold, je sais plus ce que j'avais fait, il y a une petite bêtise, mais j'ai tenu mon pari ce soir. On n'a pas fait de console log pour débugger. Eh ben, messieurs, dames, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Je pense que vous pouvez dire au revoir à YouTube. On se fait tous un petit bisou, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, des bisous.